de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Ce matin, c'est Alexis Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et de son mouvement La France Insoumise. Bonjour et merci d'être avec nous. Ce matin, nous avons beaucoup de questions à vous poser par rapport au débat hier au soir, bien sûr. Et pour vous interroger ce matin, à mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour Michael. Bonjour. Et je signale que les extraits de cette interview seront sur tous les sites internet de la presse quotidienne régionale dans la matinée. Alexis Corbière, comment qualifieriez-vous ce débat? Est-ce qu'il a été à la hauteur des enjeux d'un deuxième tour de l'élection présidentielle? C'est clair qu'il y avait débat, en deux mots, mais pas beaucoup de haut. C'est un peu tout le décorum de la Ve République à l'heure des chaînes d'info. C'est-à-dire que du ton très polémique aujourd'hui qu'imposent les chaînes d'info, je ne veux pas leur jeter la pierre, mais où, bon voilà, c'était très virulent. Et pour filer la métaphore sur, bon, c'est la monarchie présidentielle de la 5e, où on est passé de la cour royale à la cour d'école, quoi. Bon. Et paradoxalement, il n'y avait pas la solennité qui requiert un débat de présidentiel. Oui, mais bon, Marine Le Pen trop agressive. Moi, je suis contre la monarchie présidentielle, mais on s'entendait à ce que quand même il y ait des choses qui aillent un peu plus haut. On parle d'un grand pays, pas un mot sur l'écologie, pas un mot, tout de même. Vous attendiez autre chose? Bah oui. De toute façon, moi. Je veux pas apparaître comme le mauvais perdant, évidemment, c'est facile à dire, mais vous savez, qui était au second tour, ça s'est joué à 600 000 voix. Ouais. Il y avait M. Fillon, il y avait Jean-Luc Mélenchon, et c'est une autre histoire du pays, évidemment. Donc Jean-Luc Mélenchon aurait été différent dans ce débat. Oui. Moi, le pays que j'ai vu, c'est pas choisi entre l'extrême droite, dont personne ne veut, qui n'est pas majoritaire, moi je le crois pas, et M. Macron, qu'il le veuille ou non, qui est quand même une forme de continuité des politiques qui ont été menées. Donc à partir de là, vous aviez ce débat sans fin, avec une représentante de la xénophobie, on l'a vu. Moi j'en ai assez de... Franchement, le numéro qu'elle a fait sur les musulmans, tout mis dans le même sac. Franchement, j'ai aucune complaisance avec l'UOIF, mais enfin, assimiler le terrorisme, l'UOIF, on comprend plus rien. Tout ça d'une grande confusion. C'est suspicion généralisée pour nos concitoyens de confession musulmane. Très mauvaise façon par ailleurs d'aborder le phénomène du terrorisme, on ne sait plus de quoi on parle. Bon, et elle tire à la Kalachnikov, si je peux dire, sur tout, tout est assimilé. Hier soir, même justement... le pauvre Macron, je ne veux pas le défendre, qui est considéré quasiment comme étant un suppôt. Non, mais en l'occurrence, elle l'a accusé d'être quasiment tenu par l'UOIF. Bon, c'est ridicule, tout ça. Mais il y a un gagnant pour vous quand même hier soir. Pardon ? Il y a un gagnant, une gagnante pour vous? Moi, je crois que ça ne fait pas bouger les lignes, vraiment. Sûr ? Bon, écoutez, je crois que celui qui est favori dans les sondages, M. Macron, va continuer à l'être nettement. Alors pourquoi n'appelez-vous pas ce matin à dire directement il faut voter Emmanuel Macron? Parce que, premièrement, parce que je ne me reconnais pas dans son projet, c'est important. Mais vous l'avez dit, face au Front National, face à Marine Le Pen. Parce que je suis aussi le porte-parole. La question, il y a plusieurs niveaux. Mon mouvement a décidé, pour garder unis toute une série de gens, 7 millions de Français, qui abordent ce deuxième tour de manière un peu différente. Certains disent, voilà, moi j'arrive pas à voter pour un candidat qui, après avoir s'être mobilisé pour la loi El Khomri, qui défend pied à pied cette loi El Khomri, qui veut changer le code du travail. Non mais d'accord, mais attendez, je termine le raisonnement. Qui veut supprimer 125 000 postes de fonctionnaires, etc. Je n'y arrive pas. Mais d'autres disent, je vais utiliser le bulletin Macron, et c'est tout à fait respectable, hein, pour battre Marine Le Pen. Voilà. Ce qui est important, c'est que ces deux positions se sentent à l'aise, et ce serait tordre le bras à l'un comme à l'autre que d'utiliser ma position de porte-parole pour dire moi ce que je vais faire. La seule chose que je me permets de dire, c'est que moi j'irai voter, et je pense qu'il faut aller voter. À titre personnel, mais vous est-ce que vous quoi pouvez dire quand même, Alexis Corbière, que Emmanuel Macron hier soir a été à la hauteur des enjeux? Est-ce que vous pouvez le dire, ça? Est-ce que vous lui aviez trouvé des qualités? C'est un homme qui a des qualités, de toute manière. On a vu qu'il a l'esprit agile, ça c'est pas le sujet. La question, c'est que je pense que les réponses économiques, sociales qu'il apporte, qui intéressent les Français, ne sont pas à la hauteur permettant justement ces grands changements qui vont faire reculer le chômage. Non mais c'est le sujet. C'est-à-dire que si vous voulez jusqu'au bout de mon opinion, il va gagner dimanche 7 mai, mais la question c'est quelle sera la France en 2022 ? Parce que je répète que si le paysage qui nous reste imposé dans les 5 années qui viennent, c'est M. Macron et ce qu'il représente, ses choix politiques, économiques, face à l'extrême droite et qu'il n'y a rien d'autre, c'est à la fois faire un cadeau formidable à Mme Le Pen, unique opposante, et à la fois un cadeau à M. Macron. Vous pensez quoi? Pardon? 2022, je pense que si c'est la politique de M. Macron qui continue, ça va creuser encore plus les inégalités qui va amener à ce que l'extrême droite risque d'être plus forte. Et peut-être même l'emporter. D'où l'intérêt de faire vivre une opposition claire qui essaie de sortir de cette tenaille infernale, jouer à 600 000 voix près, je l'ai dit. Quand même, c'est ça qui est terrible. Le formidable débat auquel on a assisté se trouve aujourd'hui. Mais ça, c'est des institutions. Moi, je suis pour une 6e République, en finir avec ça. C'est pour ça que
Hier soir, j'avais le cœur gros pour le dire. Me dire, bon sang, la France que j'aime, la France que j'ai vue, je crois pas, ne se sent totalement représentée. Mais on a quand même toujours du mal, malgré vos arguments, à comprendre pourquoi Jean-Luc Mélenchon reste dans le silence, pour revenir sur la question de Michaël Zamès. On ne comprend pas, quand on voit l'attitude de Marine Le Pen hier soir, il n'y a pas photo. Mais qui vous dit que des gens ne vont pas voter Macron pour battre Marine Le Pen? Et qui vous dit, je l'ai dit, répétez, pas une voix ne doit aller pour Marine Le Pen. Je vais le répéter à ce micro, et je trouve que c'est pas gentil. Je parle pas de vous, mais quand des gens, moi j'ai fait plusieurs émissions, on me dit le nini. Personne n'est pour le nini. Personne ne met un signe égal. Enfin, je parle pour mes amis. Et je dis, si certains d'ailleurs m'avaient fait l'honneur ou avaient fait l'honneur de voter pour Jean-Luc Mélenchon et se poser la question de voter pour le Front National, je leur dis, par votre intermédiaire, ne votez pas Front National. Ne le votez pas. Hier soir, pas un mot pour les droits des travailleurs, pas un droit nouveau pour les salariés ni pour les citoyens elles-mêmes. Vous l'avez vu, pas un mot sur le partage des richesses. Non mais donc vous donnez un blanc-seing pour le vote blanc. Pardon? Vous donnez un blanc-seing pour le vote blanc? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je trouve que voter Macron. Vous appelez à voter Macron. Et tout à fait respecté. Mais vous le dites pas. C'est comme ça. Bah oui, je crois qu'on l'a dit depuis 10 jours. Malgré tout votre talent, vous n'arriverez pas à me faire sortir. Non, mais là, c'est important de le rappeler après le débat de cette ligne de conduite qui est la mienne et qui est celle des porte-parole de notre mouvement. Très bien. Dire, on peut finalement dire, je n'y arriverai pas. Au vu du rapport de force en plus, ne jouons pas tout de même. Il y a un rapport de force qui est confortable pour l'instant vis-à-vis de Monsieur Macron. C'est pour ça que vous voulez pas en dire plus. C'est parce que ce rapport de force est confortable. Du moins, ce que je veux dire, c'est que je comprends. Il n'y a pas de risque. Je comprends ceux qui peuvent me dire, j'arrive pas à vouloir donner un sacre d'empereur à un homme qui veut casser le code du travail, mais je comprends très bien ceux qui me disent, je vais utiliser le bulletin Macron contre Le Pen. Les deux positions me semblent respectables dans le rapport de force politique actuel. Alexis Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et de son mouvement La France Insoumise, qui est notre invité ce matin sur Public Sénat et Sud Radio. Si Emmanuel Macron gagne dimanche, après il y aura les élections législatives. Alexis Corbière, est-ce que vous serez les principaux opposants? Est-ce que vous serez son opposition à Emmanuel Macron s'il gagnait ces élections législatives? Nous serons en désaccord avec son projet. Vous serez son opposition? Oui. Première? On va créer les conditions pour qu'on le soit. Ce serait un peu prétentieux de ma part de vous dire qu'on sera... Je souhaite que la force que nous avons rassemblée à près de 20% soit en force, pourquoi pas à la première, et pourquoi pas même majoritaire à l'Assemblée, pour qu'après qu'on ait battu Mme Le Pen... Ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon sera le frondeur d'Emmanuel Macron s'il est élu le 7 mai? Non, justement, la terminologie est très mauvaise, parce que le frondeur est celui qui, faisant partie... Mais c'est intéressant, justement, il ne veut pas être le frondeur dans le sens où il ne veut pas être un macroniste, comment dirais-je, devenu en désaccord. Nous sommes d'ores et déjà, et même... Oui, mais on va lire vos non-consignes de vote à ce tour-là, à l'aune de ce que vous dites là maintenant. C'est-à-dire, vous serez la principale opposition à Emmanuel Macron. C'est ce que je pense. C'est ce que vous voulez. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais vous misez sur combien? Et les Français en ont besoin. Le maximum. Mais vous misez sur un groupe parlementaire. Vous misez sur combien de? Oui, mais non, la difficulté. Vous faites des projections en ce moment? Oui, on en fait, mais la difficulté, il y a 76 circonscriptions, on est arrivé en tête. Il y en a 451 où, si je projette mécaniquement, donc ça vaut pas grand-chose, mais enfin, les scores qu'on a fait vis-à-vis des législatives, on fait plus de 12,5% des inscrits, et vous savez que ça permet d'être au second tour. Et ça, c'est de la mécanique un peu froide, parce qu'on va avoir plusieurs phénomènes. Monsieur Macron va gagner, que va-t-il faire? Un label, lui, il pense créer une dynamique, on verra. Qui va-t-il annoncer comme gouvernement? Ça va peut-être créer un petit effet qui se coule sur ceux qui ont voté pour lui, quand ils vont s'apercevoir que c'est tel patron, tel homme de droite, s'ils sont plutôt de sensibilité de gauche qui ont voté pour lui, ou vice-versa. Enfin, comment dirais-je? Tous les non-dits de Monsieur Macron risquent de lui faire un petit peu des petits problèmes. Comme vous savez, on sort toujours de l'ambiguïté à ses propres dépens. Et c'est un homme quand même plein d'ambiguïté. Et quand il va falloir annoncer un gouvernement, on va en sortir. Une projection de combien de députés? Moi, je souhaite qu'on... Je vous dis, on peut aborder cette échéance en se disant, pourquoi pas créer l'événement en étant majoritaire ou en étant extrêmement fort au Parlement pour faire en sorte que nous pouvons faire... Vous savez que ça va être difficile. Il y a un sondage ce matin, Opinionway, qui dit qu'il serait crédité de 6 à 8 députés. Non mais ça, c'est ce que j'attendais. C'est-à-dire que la Ve République est telle que vous pouvez faire 20% et vous retrouver avec 5 ou 6 députés, ce qui serait un scandale démocratique. Même, je ne veux pas défendre défendre le Front National, mais à combien de députés FN entre 15 et 20. Voilà, c'est-à-dire que vous imaginez une candidate qui serait au second tour, se retrouve avec la mâchoire terrible antidémocratique de la Ve République en situation d'avoir peu de députés. C'est intolérable. Intolérable, mais les faits seront là. Donc, du coup, vous aurez peut-être un groupe, peut-être pas de groupe, vous serez 6 à 8 députés. C'est la raison pour laquelle. Et que voulez-vous que je fasse? Que je devienne un macronien et que je profite de cette émission pour dire Manu, prends-moi au gouvernement? J'ai même vu que des journaux sont amusés à dire que j'étais un lointain cousin de Monsieur Macron. Vous démentez, il n'y a aucune racine familiale. Non, mais ça semble vrai, mais il faudra remonter jusqu'au XVIe siècle. Non, mais pour aller au beau village de Murat-sur-Vet. Alexis Corbière, pour lever certaines ambiguïtés, imaginons, vous avez un groupe, vous travaillez avec la majorité d'Emmanuel Macron. Comment ça va se passer? Évidemment non. Il y aura peut-être
évidemment, pas de non, majorité. non, nous serons intraitables et totalement en désaccord avec ce qu'il dit. Il veut Oui, casser, mais il veut remettre en on cause voit le que les code. communistes, quand même, seraient prêts à lui donner un blanc-seing. Donc Alors, je veux pas me faire un défenseur de tout ce que fait le Parti communiste, nous sommes en discussion avec eux. Mais alors là, je crois que vous déformez totalement leur Justement, les position. discussions, elles en sont où? Parce que si on croit à Pierre Laurent, c'est au point mort. Pardon? Oui. Je ne sais pas, non. Il devait y avoir une négociation mardi soir qui a duré 2 heures. Ça, Oui, ça a ouais. chopé, visiblement. Ouais. Il veut une bannière commune qui s'appellerait la force du peuple. Ouais. Vous êtes d'accord ou pas? Non, mais pas du tout. Mais premièrement, c'est pas au point mort, y compris Pierre. Il faut qu'il arrête de faire ça, je lui dis, parce que nous discutons Vous lui dites quoi? depuis un an. On s'est vu plusieurs fois et c'est souvent nos amis du Parti communiste qui ne voulaient pas et qui arrêtaient des discussions. Nous, ce que nous disons clairement, nous avons proposé il y a quelques mois, je veux pas être trop cuisine, mais que tout le monde se retrouve dans la France insoumise, ce grand mouvement. Le Parti communiste a dit non, je veux faire une campagne autonome. Dont acte. La France insoumise a fait ce grand succès, a rassemblé beaucoup de gens, dont des communistes, des écologistes, qui eux ont joué le jeu de la France insoumise. Bon, maintenant le Parti communiste revient, nous dit on veut essayer de s'entendre sur les législatives. Non, dans un premier temps, de ce que j'avais compris, ils avaient dit à la presse 15-15, ce qui était une base de discussion, à savoir pourquoi pas là où ils ont des députés que nous ne mettions pas de candidats France insoumise, ce qui pourrait être logique. Mais à l'inverse, évidemment, sur le même nombre de députés ou que nous ne mettons pas de candidats, les communistes devraient nous aider. Pardon d'utiliser mon cas, je suis candidat à Montreuil. Pourquoi le Parti communiste a décidé de mettre un candidat dans mes pattes Vous ne pouvez pas vous entendre. Mais si, on est en train, mais là j'observe que maintenant la discussion a pris un autre ton, où le Parti communiste semble dire il faut la moitié des circonscriptions, Oui, etc. c'est ce qu'ils disent. Bon, oui, écoutez, c'est pas le Parti communiste qui a dirigé cette campagne, donc c'est pas une base. Les 7 millions de gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, c'est pas le Parti communiste, c'est pas le lectorat communiste. Comment mes amis du Parti communiste peuvent croire que d'un seul coup nous allons dire que les gens qui sont retrouvés dans le programme L'Avenir en commun se retrouvent avec d'autres candidats? Le Parti communiste, c'est pas son programme L'Avenir en commun. Il a un autre programme qui a un autre nom avec d'autres choses. Donc ça n'est pas représentatif du mouvement que nous avons fait. 7 millions de gens n'ont rien à voir avec le Parti communiste, même si le Parti communiste Vous pourriez est une partir des composantes. désunis ou pas? Écoutez, si le Parti communiste reste sur Vous des travaillez, propositions en fait, non raisonnables, oui, vous c'est un travaillez risque. à une Mais force. j'invite par l'intermédiaire de ce micro à dire à Pierre Laurent et puis aux négociateurs, écoutez, revenez sur des choses qui sont des bases raisonnables, mais qui sont, ce que j'appelle raisonnable, c'est représentatif notre mouvement. Vous avez des gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, qui sont très éloignés du Parti communiste. Vous avez des gens qui même venaient de la droite, qui ne votaient pas, pour qui ça ne. Donc il ne faut pas chercher à tordre et à récupérer ce grand mouvement. Jean-Luc Mélenchon. C'est chaque fois que vous n'avez pas peur quand même que le mouvement. Vous n'avez pas peur, pas peur. Moi, vous n'avez pas peur que la dynamique se délite, parce que dans les personnes qui ont été interrogées hier dans un sondage Elab et qui ont voté, qui sont des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, hier soir, les 2/3 disaient trouver Emmanuel Macron convaincant. Vous parlez de deux choses. Moi, je respecte le fait que quand vous vous retrouvez face à Marine Le Pen, vous préfériez voter Emmanuel Macron. Honnêtement, ça n'a rien d'indigne et ça ne me semble pas être une non, mais là, rupture. c'est convaincant pour être président de la République. Ça veut dire on oublie Jean-Luc Mélenchon. Dans un moment binaire, on vous dit Madame Le Pen ou Monsieur Macron, je vais même vous faire une confidence. Je suis peut-être plus proche, quelqu'un qui me dit il vaut mieux lui que elle, honnêtement. Si on devait résumer les choses, vous voyez ce que je veux dire. Mais ce qui, moi, m'intéresse, et il y a d'autres sondages qui vont le montrer, c'est que Jean-Luc Mélenchon reste en forte tête de la manière dont les gens se représentent, on va dire, le républicanisme, l'humanisme, etc., et une forme d'opposition humaniste à ce que sera Macron. Et puis là où vous avez raison, mais je ne vais pas faire face à vous un homme trop prétentieux. L'élection législative par rapport à son système électoral est toujours difficile, on va l'aborder tranquillement, d'où le point de départ de nos discussions, rester unis et rassemblés. Je suis bien conscient, je ne suis pas le dirigeant d'un parti comme vous le connaissez précédemment, avec une homogénéité surtout. J'ai rassemblé des femmes et des hommes, nous avons rassemblé, qui abordent ce deuxième tour et d'autres choses de manière un petit peu avec des sensibilités différentes. Et je leur dis à tous, restons unis. Si nous restons unis, et que vous votez pour les candidats France Insoumise aux élections législatives, on peut être l'événement. Ce serait formidable de se dire désormais il y a un nombre important de députés, pourquoi pas même aller tendre vers l'objectif, parce qu'il faut toujours se battre pour une majorité. Moi, je ne suis pas là pour témoigner, je veux changer ce pays, j'aime ce pays, je ne veux pas qu'il soit entre les mains de quelqu'un qui continue la politique de François Hollande, tout comme je ne veux pas que sa seule opposition soit une extrême droite xénophobe. Voilà la dualité un peu morbide dont j'essaie de me sortir. Alexis Corbière, dans les heures qui ont suivi le résultat du premier tour, Jean-Luc Mélenchon a été perçu par certains observateurs comme étant mauvais perdant. Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Est-ce qu'il a corrigé le tir? Je suis responsable d'une chose, avec mes amis. Non, je vais vous dire une chose. Et là, que ceux qui m'écoutent me comprennent. Les instituts de sondage nous disent à 1h ou même vers 18h que c'est très serré de qui sera au second tour. Je ne sais pas si qui sera au premier, oui, au second tour. C'est très serré. Mouchoir de poche, nous dit-on. Oui.
Je suis invité sur le plateau de TF1, on me donne des chiffres qui ne sont pas les mêmes que sur le plateau de France 2. Et commence à sortir des centres-villes dépouillés à 20h, des chiffres où nous avons fait des excellents scores. Et beaucoup de nos amis... Est-ce que ça explique cette forme d'amertume qu'on a sentie? Non, c'est pas une amertume. Mais déjà, et le ministère de l'Intérieur dit, attention, attendre jusqu'à minuit, chiffres consolidés, ça va être... Donc vous êtes en train de nous dire, ils se voyaient au deuxième tour. Non, mais c'est pas que c'était X, la c'est douche moi, froide. c'est nous tous. Moi, je n'avais pas envie de commenter. Alors, ça peut donner cette impression un peu bizarre, j'en conviens, où vous êtes sur un plateau télé, moi j'étais sur TF1, mes amis, où on vous demande de commenter immédiatement, et moi j'ai dit, attendez avant de commenter les chiffres. Et sans doute que la communication de Jean-Luc Mélenchon, vers 22h, elle est marquée par cette forme d'attente, qui ne donne pas une impression de peut-être de grande clarté quand vous vous retrouvez dans cette situation. Rien à voir avec son caractère, vous voulez dire? Non, mais pas du tout. Mais Jean-Luc, il m'a consolé à moi. Moi, j'avais les larmes aux yeux. Moi, j'ai trouvé ça terrible d'avoir mené une aussi belle campagne et qu'à 600 000 voix près, l'histoire de ce pays pouvait être différente. Jean-Luc, il a une pêche énorme, si je puis dire, et il va jouer un rôle important dans la législative. Là-dessus, vous pouvez lui faire. Merci Alexis Corbière. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Voilà, j'accueille donc pour débriefer notre invité et cette actualité forte autour du débat du deuxième tour hier au soir. André Crétenant, le directeur de l'information de TV5 Monde, notre partenaire qui diffuse cette émission ce week-end d'ailleurs sur vos 9 antennes à travers le monde. Et puis Nathalie Moret du groupe EBRA qui représente le Progrès de Lyon ce matin. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alexis Corbière, alors on a compris tout à l'heure que son calcul c'était les élections législatives. Essayer au fond d'avoir un groupe de réelle opposition à Emmanuel Macron, n'est-ce pas Nathalie Moret? Vous parlez de Marine Le Pen, là? Oui, d'accord. Je le dis à bon escient, parce qu'effectivement, on a compris lors de vos propos que vous venez de tenir. Vous avez assez vite évacué le débat d'hier soir, et vous êtes déjà clairement dans l'élection législative. Vous avez dit que vous voulez avoir un groupe puissant, et vous appelez vos électeurs, qui sont un petit peu moins de 7 millions, à rester unis. Un peu plus de 7 millions. Comment? Ils sont un peu plus de 7 millions. Oui, enfin environ 7 millions. Ça va être difficile quand même, parce qu'on a le sentiment que avec le Parti communiste, c'est pas si simple que ça. Donc on a presque le sentiment que vous êtes plus, comment dirais-je, inquiet pour l'unité entre vous, la France insoumise, et le Parti communiste, que pour vos électeurs. On n'a pas l'impression que ça se passe très bien. Avec le Parti communiste, le débat, vous savez, les 7 millions de voix, c'est pas des voix communistes. Hein. Oui, je sais bien. Non, mais le souci d'unité que j'ai n'est pas par rapport au Parti communiste. Le souci d'unité que j'ai, c'est que j'ai rassemblé 7 millions de voix de gens qui viennent un peu de partout. On est premier chez les jeunes, qui n'ont pas de tradition politique, premier chez les chômeurs, qui sont s'abstenir, c'est des abstentionnistes, beaucoup de gens qui ne se latéralisent pas droite-gauche, et d'où le débat que nous venons d'avoir sur le second tour. Donc c'est pas la question un peu boutiquière avec le PC qui pose un problème, on va la régler. Ça va se régler, vraiment. On a le sentiment que c'est difficile. Ce que j'appelle régler, c'est qu'au bout d'un moment, nous on va rentrer en campagne, et puis point final. Je veux dire, franchement, bon, on a fait 7 millions de voix, et vous comprendrez, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, que ces 7 millions de voix ne peuvent pas se résumer à ce que la moitié soit représentée par le Parti communiste, tout à fait respectable, mais qui a fait une autre campagne avec un autre programme. Bon, mais très bien. TV5 Monde. Ça, je ne serais pas d'accord. Moi, je pense que c'est assez naturel, en fait, qu'on soit déjà passé sur les législatives, parce qu'au vu du débat d'hier soir, les choses sont sans doute jouées. Mais je pense aussi, et on a beaucoup parlé du débat et de la tonalité du débat, c'est que sans doute le débat montre aussi une France, malgré tout, divisée avec beaucoup de frustration. Vous représentez d'ailleurs une des facettes de cette frustration. Et au-delà du vote, vous ne l'avez pas nous donner, mais on a bien senti où votre cœur balance. Mais comment vous voyez la suite, justement? Comment cette France, effectivement, peut se rassembler d'une manière ou d'une autre? Au fond, est-ce que le débat ne nous dit pas que nous allons avoir, là, 5 ans d'une France tiraillée, déchirée? Moi, c'est ce que je crois. Au-delà de nos petites histoires, d'abord, le score du premier tour démontre une explosion du champ politique traditionnel. Incroyable. Quand vous additionnez les scores du Parti socialiste et des Républicains, c'est 20%. C'est-à-dire que dans cette maison, les Républicains sont largement majoritaires au Sénat, 80% de l'Assemblée nationale à eux deux, et quand les Français s'expriment, en fait, 80% des gens ne votent pour autre chose que... Donc, il y a un coup de balai, on a appelé ça de manière, par des formules de campagne, ce dégagisme. Je crois que la majorité des Français ne veut pas les voir. Et quelque part, le succès de M. Macron est un des éléments du fait qu'il y a une volonté de grand renouvellement, et notre succès aussi. Donc, de toute manière, il n'y aura pas de stabilité, je le crois,
à travers le projet de M. Macron. Vous savez quoi, je le lui ai dit personnellement à une autre émission de radio hier, je le crois, d'avant-hier même, et je lui ai dit, j'ai dit, mais le pays, faites attention, votre projet est trop brutal. Le fait de demander une adhésion à votre projet, qui est quand même brutal, dire je vais changer le code du travail par ordonnance, alors que lui-même, quand vous reportez au nombre d'électeurs inscrits, c'est seulement 16% des gens qui votent Macron, et même des études nous démontrent que près de la moitié des électeurs de Macron Vous voulez dire qu'il est illégitime pour faire ça? Pardon? Vous voulez dire qu'il est illégitime pour faire ça? Je crois qu'il n'y a pas une légitimité majoritaire à porter un tel projet, ça c'est clair. Et c'est la raison pour laquelle il y aura une grande instabilité. Une impossibilité aussi donc d'avoir des coalitions, d'avoir une impossibilité totale. C'est-à-dire pourquoi faire? Les Français seraient particulièrement rudes avec des combines, parce que les coalitions, c'est quoi? C'est des postes. Moi, je ne céderai jamais un pouce de mes idées pour faire autre chose de ce pourquoi je me suis présenté devant les Français. Mais en même temps, monsieur... Parce que le projet de M. Macron, une fois de plus, quelque part, je ne veux pas lui rendre hommage, il est cohérent, il dit, moi, voilà ce que je ferai. Même quand Jean-Luc Mélenchon passe sur TF1, on lui dit, s'il vous plaît, quand même, ne cassez pas le code du travail. Il dit, non, je ne céderai rien. Il prend la responsabilité de cette situation. On voit bien qu'on va vers une législature complètement différente. Jusqu'à présent, on avait une majorité qui se dessinait avec des députés godillots. Là, vraisemblablement qu'Emmanuel Macron n'aura pas de majorité. S'il en a une, elle sera toute relative. Et on risque d'avoir 6 ou 7 groupes différents à l'Assemblée. Vous dites que vous êtes en tête dans 65 circonscriptions, je 76, crois. Enfin, 76. 5-6 députés. Pardon. Voilà. Est-ce que c'est la France insoumise qui est en tête, ou est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir quelques difficultés d'entrer en campagne avec des gens qui seront finalement beaucoup moins emblématiques? Oui, Jean-Luc Mélenchon. Je ne parle pas de vous, Alexis. Moi, je suis candidat dans une circonscription. J'espère que quand même. Vous faites partie des gens identifiés. Peu le sont autour de Jean-Luc Mélenchon. Porte-parole. De la même façon que les candidats que présentera M. Macron. Oui, mais lui, il va gagner. Donc il aura un élan. Mais ce que vous décrivez, qui a une forme de pertinence, et le caractère antidémocratique de la Ve République. Voilà, c'est tout. S'il s'avérait que... Probablement, il y aura une vraie question. Il est possible que des gens qui sont venus voter à l'élection présidentielle ne viennent pas voter à l'élection législative. Phénomène que l'on retrouve parfois. Je m'adresse à eux en disant, venez voter, cette élection est importante. Il faut toujours aller voter de manière générale, et particulièrement, il faudra rester mobilisé. Il faut un peuple mobilisé. Un troisième tour, en sorte. Oui, enfin, je veux dire que ne pas négliger le fait que ce qui se passe, ce qui sort de la législative, quand même, a une importance sur l'avenir du pays. Bon, et après, il y a ce que vous dites, mais on va travailler, on va chercher à faire, je ne vais pas décrire toute la stratégie électorale, mais une campagne législative très marquée par les visuels, la personne de Jean-Luc Mélenchon, pour que les gens s'y reconnaissent. Moi, je donne conseil à tous mes amis qui seront candidats aux élections législatives, mettez la photo de Jean-Luc Mélenchon sur votre affiche et menez campagne sur notre programme. Pas la peine de finasser, si je peux me permettre l'expression. Il faut retrouver cette énergie de la présidentielle dans la législative. Y arriverons-nous? On en tirera le bilan ensemble. Je connais les difficultés d'une élection législative, mais c'est un peu commun à tout le monde. Alors, je me permets de regarder aussi la politique française depuis la Suisse, puisque je suis suisse. Absolument. Et donc, je reste neutre quand même. Mais effectivement, les partis traditionnels qui ont été dégagés, etc. Et cette reconfiguration de la vie politique, est-ce que ça ne nécessite pas ensuite du réalisme, le sens du compromis? C'est quand même quelque chose de difficile. Je vous écoutais effectivement aussi déjà sur les législatives, et on en revient à cette idée de l'idéologie qui est très forte, etc. Monsieur Macron est un idéologue aussi très fort. Non, idéologie pas dans un sens négatif. Ce que je veux dire, c'est que on a beaucoup de pays qui entourent la France et qui sont capables de faire des coalitions et qui travaillent sur des compromis. J'ai le sentiment que la France a une peine énorme à arriver sur une autre manière de faire des majorités relatives, vous voulez dire? C'est opposition, majorité, opposition. Mais j'ai cru comprendre que précisément celui qui va être notre prochain futur président de la République est un homme qui est en train justement de rassembler le Parti socialiste, on va dire, et la droite. Mais est-ce qu'il y arrivera? Mais je pense qu'il n'y arrivera pas. Parce qu'au bout d'un moment, de quoi on parle? Tout ça, c'est joli, il faut des compromis, mais de quoi on parle? Et quand vous dites, voilà, aidez-moi à modifier le code du travail par ordonnance pour l'assouplir, pour baisser les heures supplémentaires, pour faire en sorte que ce qui était le caractère français de la législation sociale au niveau national et pas au niveau des branches, mais que désormais c'est au niveau de l'entreprise ou des branches qu'on va le faire, sur lesquelles je suis un radical désaccord, je serai le premier opposant de ça. Aucun compromis. On pourra venir avec les postes et tout ce que vous voulez, moi et mes amis, on dira non. C'est une question de dignité politique. Je crois que la politique française a trop payé aussi du fait que des gens se font élire sur des choses et puis après font autre chose. Moi, je veux dire, j'ai peut-être des défauts, mais je suis comme ça. Le programme, il est clair. Et si vous votez pour moi, vous savez ce pourquoi vous votez. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je propose, ne votez pas pour moi. Mais sachez que vous avez un homme qui continuera à défendre la question sociale, la question écologique et la 6e République. Parce que cette monarchie présidentielle... Il n'y aura pas de 6e République, mais il va y avoir le non-cumul des mandats. Ça va être quelque chose qui va radicalement changer l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que ça va changer la façon de gouverner? Rapidement.
Ça a modifié peut-être des baronnies locales, etc., etc. Bon, mais ceci dit, sur le fond économique et social, j'en suis pas persuadé, mais c'est une bonne chose que je soutiens. C'est une bonne chose. Mais C'est une forme de renouvellement. Oui, mais l'arrivée de M. Macron incarne quelque chose. Mais l'arrivée de M. Macron, et c'est une formidable illustration du livre Le Guépard, hein, tout change pour que rien ne change. Un homme nouveau qui, encore un an, n'existait pas, va être le prochain président de la République, mais sans doute pour mener une politique qu'on a déjà vue. Votre conclusion. Merci Alexis Corbière qui a peu dormi.